Bonjour à tous, Guillaume Lyon, je suis donc délégué académique au numérique dans l'Académie de Dijon. Je suis également inspecteur IPR d'histoire-géographie. Je suis donc sollicité pour vous présenter un exemple de stratégie numérique académique pour essayer de vous montrer comment on essaie de se mettre en ordre de marche dans une académie pour traduire en action concrètement la politique, la stratégie numérique de notre ministère. Je voudrais tout d'abord dire que c'est une présentation individuelle et personnelle, mais c'est évidemment le fruit d'un travail collectif, d'une réflexion collective au plan national, dans le réseau des DAN, qui existe physiquement et virtuellement, et aussi en académie, depuis plusieurs mois, avec un travail qui a associé chefs de service, du côté de la DSI notamment, des inspecteurs, des chefs d'établissement, pour arriver petit à petit à définir cette stratégie numérique. Je vais dire aussi que j'interviens avec beaucoup de modestie et d'humilité parce qu'il nous reste beaucoup de travail dans notre académie pour mettre en œuvre cette stratégie. Je vais essayer de montrer que pour porter cette politique, nous essayons de donner une vision de cette école numérique vers laquelle nous voulons aller, que nous essayons de traduire cette vision dans une stratégie portée par trois grandes ambitions et que ça se concrétise dans un plan d'action qui est intégré au nouveau projet académique de l'Académie de Dijon. Je vais supprimer ce petit détail gênant. Alors, hier, j'ai été frappé par l'intervention de Madame Rabaté, proviseure du lycée de San Francisco. Et quand elle nous a dit fermer les yeux, ça a évoqué quelques images assez fortes. Notamment, alors c'est une anecdote personnelle et c'est évidemment, ça n'a très peu de portée, mais je vais quand même vous en faire part. Et c'est plutôt un contre-exemple. J'ai évidemment, comme tous mes collègues inspecteurs, réalisé quelques dizaines d'inspections. Et puis on a quelques exemples frappants, on a quelques souvenirs qui sont en général des cas extrêmes. Alors ce cas, jeune enseignante, néo-titulaire, lycée polyvalent, Dijon. Lundi matin, à 8 h, le contexte n'est pas très favorable. Un matin d'hiver, le soleil est bas et il fait très chaud dans la salle. Juste avant de rentrer dans cette salle de cours, le chef d'établissement me dit « J'ai essayé de donner des conseils à cette jeune collègue et je lui ai parlé de la maîtrise du temps et de l'espace dans la salle de classe. » Voilà, le chef d'établissement lui dit pour faire court, pour faire entrer les élèves dans les apprentissages, il faut maîtriser l'espace de la classe, vous voyez, comme moi sur cette scène, il faut maîtriser le temps de la séance. Bon, je me dis très bien, c'est intéressant, voyons voir comment cette jeune collègue essaie de maîtriser le temps et l'espace de sa séance. Évidemment, ça a été assez terrible. 35 à 40 élèves, très majoritairement des garçons dans cette série technologique. La professeure est restée assise à son bureau sur la chaire pendant 50 minutes. Et moi, au fond de la classe, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas tomber dans les bras de Morphée. Et j'ai fini par quasiment m'endormir, tellement c'était terrible. Et voilà, j'ai fini par fermer les yeux. Et à ce moment-là, j'avais plus aucune image. Alors, c'est évidemment totalement anecdotique et c'est un cas extrême. Et puis, tous les inspecteurs savent que toutes les séances ne sont pas réussies et ça ne dit pas grand-chose de la qualité professionnelle de cette enseignante. Et nous, on est forcément optimistes. Ceci dit, ça dit quand même quelque chose, c'est que voilà, on est en face d'un modèle transmissif, d'une situation frontale, magistrale. Et malheureusement, et je pense que ça fait consensus, mais quand on en discute avec mes collègues inspecteurs, la situation d'apprentissage à laquelle on est confronté, ce qu'on observe le plus, c'est une situation de ce type. Alors, ce n'est pas un cours magistral, un bon cours magistral assumé avec un réel apport. Le plus souvent, c'est un cours magistral déguisé en cours dialogué avec un faux dialogue qui n'apprend pas grand-chose. Donc, c'est un cas extrême, mais qui est un petit peu révélateur.
Bon, voilà, ça c'est à peu près à l'opposé de ce qu'on a pu voir hier quand on voyait ces images du lycée français à San Francisco. Une deuxième anecdote, il y a à peu près un an, je représentais le recteur dans une soirée à Dijon, à la Maison de l'Innovation, lancement de présentation de 10 startups qui touchent au numérique, pas forcément éducatif, donc un contexte un peu comme celui-ci, bon, sauf que dans le domaine des startups et de la technologie, les intervenants n'ont pas de cravate, ils ont plutôt un jean et des baskets, ils montent sur scène au son d'un riff de guitare rock, et ils ont 6 minutes ou 7 minutes top chrono pour faire le pitch et présenter leur projet et faire venir derrière des business angels, du réseautage, etc., etc. Et parmi ces 10 projets, un jeune créateur d'entreprise qui nous dit, en 6 minutes, je développe de la formation en ligne, du e-learning, dans un domaine précis, formation professionnelle, hygiène, environnement, sécurité, plutôt milieu industriel, et pour des publics du type pas de formation, intérimaire, CDD, voire des personnes en situation d'illettrisme. D'où une plateforme de formation qui fait un diagnostic en ligne des compétences. Est-ce que les personnes savent lire, écrire ou pas? Quels sont leurs profils, leur type d'apprentissage? Individualisation automatique, personnalisation du parcours de formation. À la fin, évaluation et certification. Voilà. Donc là, on voit en œuvre, dans de la formation professionnelle, aujourd'hui, des apports du numérique, de l'individualisation, du diagnostic, voilà. Bon, et ça, dans la formation professionnelle, aujourd'hui, dans la vraie vie, dans le monde de l'entreprise, c'est des choses qui existent déjà. Voilà. C'est aussi, voilà, c'est à la fois des pistes, hein, l'individualisation, des éléments aussi qui sont longs, hein, fastidieux pour le professeur. Voilà, des intérêts du numérique, des choses qui pourraient nous intéresser et qui ont sans doute une vocation à être transposées dans l'éducation. Alors voilà, c'était deux anecdotes. J'avais hésité à parler, parce que évidemment vous connaissez Petit Poucet et Petite Poucette de Michel Serres, donc au départ je l'avais pas inclus dans cette présentation. Et puis finalement, je l'ai relu hier soir et j'ai été surpris parce que ça fait écho à pas mal de choses qui ont été dites hier. Michel Serres nous dit Petit Poucet et Petite Poucette habitent le virtuel. Et puis hier, Serge Bergamilli, qui était là, nous disait les lycées, vous avez intérêt à avoir un lycée virtuel. Et il nous dit allez habiter le virtuel. Il nous dit ils n'habitent pas l'espace de la même façon que nous. Ils sont dans un espace topologique de voisinage. Marc Robert Wong nous a donné une grande démonstration des espaces de réseau, de voisinage dans lesquels il est, et nous sommes loin d'habiter l'espace réel et virtuel de la même façon que ces petits poucets, ces petites poussettes. Et puis on pourrait facilement faire aussi le test du SMS. On sait assez facilement à quelle époque on est né, si on tape les SMS comme moi, comme ça, en faisant des fautes, ou si on tape les SMS avec 2 pouces en allant beaucoup plus vite, ça situe à peu près bien comment on se situe au XXe ou au XXIe siècle. Alors, c'était des éléments de préambule. La question, c'est comment on va faire, comment on va enseigner à ces petits poucets, à ces petites poussettes, comment enseigner à l'apprenant du XXIe siècle. Comment faire entrer l'école dans l'ère du numérique? Hier, les idées évidemment fortes et essentielles ont été formulées. C'est une révolution. Le numérique, c'est pas seulement des outils, c'est une culture. Catherine Bizot a parlé de changement de paradigme, mais c'est pas si facile que de se dire mais c'est quoi ce nouveau paradigme? Vers quoi on va? En quoi l'école, l'enseignement, le système éducatif est bouleversé par le numérique? Alors j'ai essayé de sortir quelques éléments. Du coup, il faut que je travaille de mémoire.
La première chose, c'est que le rapport au savoir est évidemment bouleversé. Le triangle pédagogique, le professeur, l'élève, le savoir est bouleversé par le numérique. En France aujourd'hui, en cinquième, le taux d'équipement des élèves ou au collège ou à la fin du collège, l'immense majorité des élèves sont équipés d'un téléphone portable. En majorité, à plus de 50%, ils ont dans leur poche un smartphone. Ils ont accès à Internet. Alors même si, dès qu'ils ont une recherche à faire, c'est un Google, deux Wikipédia, ils ont quand même accès, et on est très nombreux à utiliser les mêmes outils, à faire les mêmes requêtes. Avec mes collègues de Dijon, on a fait à peu près la même requête sur Saragosse dans Wikipédia avant de venir pour avoir une idée de la ville dans laquelle on mettait les pieds. Ils ont accès à un savoir très important, très rapidement. Ils l'ont dans leur poche en classe. Moi-même, comme inspecteur au fond de la classe, j'étais bien content de temps en temps d'avoir ou ma clé 3G ou mon smartphone et puis d'aller faire une petite requête parce que je me demandais si le professeur n'était pas en train de me raconter des bêtises, mais j'étais pas du tout sûr de ce dont je me souvenais. Ce qui n'est pas très loyal, enfin bref. Bon, c'est une grande question. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on veut apprendre aux élèves? Qu'est-ce qu'il faut continuer à apprendre? On est persuadé que les élèves doivent continuer à apprendre des choses, mais est-ce que c'est à raisonner? Est-ce que c'est des grandes notions? Quels sont les outils intellectuels dont ils doivent être dotés pour chercher efficacement, etc. Ça, c'est vraiment une profonde question à laquelle nos programmes répondent pour l'instant d'une façon temporaire, insatisfaisante sans doute, et en évolution. Dans le système français, on est quand même dans un système académique avec un poids des connaissances très important. Moi, je viens de l'histoire-géographie, j'en sais quelque chose. Les derniers programmes ne manquaient pas d'apport de connaissances, en première par exemple. Bon. La deuxième, ça c'est un grand changement. La deuxième remarque sur le changement de l'école à l'ère du numérique, j'ai noté l'unité de lieu et de temps de la séance est bouleversée. Madame Rabaté disait fermer les yeux, il y a longtemps et aujourd'hui, l'école n'a pas forcément beaucoup changé et on pourrait remonter très longtemps en arrière. Un professeur, une classe, 30 élèves, ça fait très longtemps que ce cadre-là, cette unité-là est posée. Avec le numérique, cette unité-là, elle explose. Potentiellement, elle explose. On peut faire des choses avant la séance, on peut faire des choses différentes pendant la séance, on peut prolonger au-delà de la séance, dans l'établissement, à la maison. Donc ce temps-là est complètement bouleversé. Et c'est vraiment des structures profondes de l'enseignement et des apprentissages qui sont changés. Et puis, j'ai dû parler de verticalité et d'horizontalité. Je crois que notre maison, je ne connais pas bien la mission laïque et le fonctionnement de ce réseau et des établissements. L'éducation nationale est une grande maison à laquelle on est attaché. C'est une maison qui fonctionne de façon assez largement verticale. Pour aller très vite, cette culture numérique, elle n'est pas du tout sur ce mode de fonctionnement-là. C'est une évidence, ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même important. La logique des réseaux sociaux, la logique d'Internet, la logique de la mutualisation, c'est une logique complètement différente. Et fréquenter des jeunes comme Robert Wong, moi je fréquente au rectorat maintenant des jeunes informaticiens, ils ont un mode de fonctionnement complètement différent. Mais c'est au quotidien. La façon de travailler, la façon d'apprendre, c'est par des échanges, par de la mutualisation, etc. Donc c'est vraiment là aussi un fonctionnement, une évolution profonde. Alors, dans l'académie de Dijon, pour essayer de passer à l'action, 3 temps. 1, quelle vision donner, quelle stratégie et quel plan d'action. La première chose, c'est que on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte qu'il fallait essayer de donner aux interlocuteurs, à mes collègues inspecteurs, aux chefs d'établissement, aux collectivités territoriales. Alors, c'est pas un sujet pour vous, c'est un sujet majeur pour nous, les relations avec les collectivités territoriales. Vers quoi on veut aller? Faire entrer l'école dans l'ère du numérique, ça veut dire quoi? On va vers quoi? C'est quoi l'école numérique que nous souhaitons?
il faut essayer de dire de quoi il s'agit. Alors, c'est des idées, là aussi, très simples. C'est une école dans laquelle des outils, des ressources numériques sont utilisés le plus souvent possible, au quotidien, pas exclusivement. Hein, le papier et le crayon gardent toute leur place, mais des usages d'outils, des usages par les élèves eux-mêmes, des usages avec des élèves en situation de pratique autonome. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, un environnement numérique. Alors, forcément, le mot environnement fait penser à l'ENT. L'idée, c'est que il faudrait essayer d'aller vers une situation qui permettrait aux élèves de retrouver en classe, dans l'établissement et à la maison les mêmes espaces de travail collaboratifs, l'accès aux mêmes ressources, leurs fichiers. Évidemment, il y a des choses qui fonctionnent déjà aujourd'hui, le cahier texte, etc., voire même des applications en ligne, partagées pour collaborer, mutualiser. Donc, un environnement d'apprentissage, un environnement de travail, de collaboration, de mutualisation, qui organise cette continuité entre la classe, le reste de l'établissement et la maison. Et ça, c'est important pour nous, en particulier quand on parle de l'ENT avec les collectivités. Ça veut dire qu'on en a besoin, mais il faut le faire évoluer, il faut l'enrichir pour en faire un outil de cette continuité. Évidemment, ça implique, et ça c'est le cœur, et ça a été déjà dit hier, ça implique une évolution des pratiques pédagogiques. Je pense que hier, en creux ou de façon implicite, on comprenait qu'on parlait vraiment fondamentalement de pratiques autonomes et d'activités des élèves, et qu'on dit quand même vers quel type de pratiques pédagogiques on souhaite aller. Ce qu'on dit aussi assez souvent, c'est des usages dans la pratique ordinaire de la classe. Dans ce qu'on voyait hier, évidemment, à San Francisco, on ne voyait pas d'élèves assis derrière un ordinateur, et ils étaient plutôt allongés sur un pouf. Bon, Michel n'a pas voulu me proposer un pouf avec des outils dans les classes. Quand on a des opportunités, par exemple, dans l'académie de Dijon, on a un collège connecté à Clamecy dans la Nièvre. Il y a eu un petit peu, avec une reconstruction d'un collège, au moment du projet, les plans de masse étaient déjà très très largement avancés, mais sur l'aménagement, il y a eu quelques opportunités, et l'équipe du collège a décidé par exemple de renoncer à une salle informatique et de multiplier des salles équipées de terminaux variables, mais d'en avoir dans le plus de salles possible. Et l'idée, c'est, voilà, on dit la même chose, par exemple, dans le premier degré, on va pas faire de l'informatique en salle informatique, mais au cœur de la classe, dans la pratique ordinaire, le plus possible, quand on est en train de faire des apprentissages des français, des maths, à un moment donné, utilisons un outil informatique. Donc ça a des conséquences, tout ce que je dis évidemment très schématique et caricatural peut-être, mais ça a des conséquences sur l'équipement, sur les infrastructures, etc. Donc voilà. Des outils, des ressources numériques, un usage quotidien, dans un environnement numérique, en classe, dans l'établissement et à la maison, une évolution des pratiques pédagogiques. Cette vision, on a essayé de la porter à travers une stratégie numérique, 3 grandes ambitions. On a l'ambition de faire de l'académie de Dijon ou des établissements, des écoles, ou de l'école au sens générique de notre académie, une école qui prépare tous les élèves à la société numérique, d'en faire une école ouverte et en réseau, et d'une académie porteuse d'une ambition numérique pour tous. Alors, première ambition, il s'agit de favoriser la réussite des élèves avec le numérique, par le numérique, outil pour développer
des compétences de base, autonomie, initiative, créativité, compétences émotionnelles, la capacité à gérer ses émotions, à entrer en contact avec les autres, et évidemment des compétences complexes, disciplinaires ou transversales, analyser, argumenter, synthétiser, évaluer, etc. Il s'agit aussi de donner des compétences numériques à tous les élèves, de les éduquer aussi, ça a été évoqué hier, notamment par Catherine Bizot. C'est une éducation critique aux médias, à l'information, aux outils numériques que nous souhaitons porter pour faire des élèves développer des citoyens libres, autonomes, pour développer leur capacité de jugement critique. Deuxième ambition, essayer de faire de notre académie, de l'école, dans notre académie, une école ouverte et en réseau. Nous sommes dans une des 3-4 académies rurales de France, dans la typologie des académies, avec un très grand nombre une grande proportion de petites écoles, de petits établissements. On a à peu près 2 fois plus de petits collèges que la moyenne nationale, des collèges ruraux isolés. En Côte d'Or, par exemple, on a beaucoup de petits collèges. Et donc, aussi bien du côté de l'éducation nationale que du côté des collectivités territoriales, par exemple, les élus sont très sensibles à ça. On a tous la conviction que le numérique peut être un outil pour sortir ces établissements de leur isolement, d'entrer dans une logique de réseau, pour lutter contre des inégalités territoriales. D'où cette idée-là d'échange, si possible. Alors c'est l'ambition, c'est l'objectif, mais échange entre les établissements, entre les professeurs, entre les élèves. Voilà, c'est de cette façon qu'on a utilisé le concept de réseau dans notre stratégie. C'est aussi d'ouvrir ces établissements par le numérique à l'international, à la culture, ou de s'en servir dans le domaine de l'orientation pour l'ouverture sur les entreprises. Et puis enfin, troisième ambition, essayer de faire de notre académie une académie porteuse d'une ambition numérique pour tous, mobiliser tous les acteurs, les cadres, les inspecteurs, les chefs d'établissement, les professeurs, réussir à impliquer, à faire évoluer évidemment le cœur, les pratiques pédagogiques, à les mutualiser. On a encore du travail, on a en tout cas l'ambition d'essayer de mettre l'innovation, cette évolution, la capacité de chaque professeur à faire évoluer ses pratiques pédagogiques. Ça nous semble très 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 fortement lié au numérique. On aimerait en faire un moteur plus important du projet académique. Voilà les 3 grandes ambitions de notre stratégie. On a procédé de cette façon-là. On a commencé par se dire vers où voulons-nous aller avant de construire un projet et un plan d'action. Donc l'étape suivante, ça a été... Et on avait de très très nombreuses propositions, partant un petit peu tous azimuts, qu'on a essayé de reconcentrer dans un plan d'action qui est intégré à notre nouveau projet académique, qui est en cours de finalisation, projet académique 2014-2017. Alors, c'est assez simple, parce que ces 4 axes s'intéressent tour à tour aux élèves, aux professeurs, aux cadres et au pilotage de l'académie. Donc voilà, les grandes actions, c'est essayer de former et d'éduquer les élèves au numérique, former et accompagner les enseignants, en formation initiale du côté de l'ESP comme en formation continue, sensibiliser et mobiliser les cadres dans le premier comme dans le second degré, corps d'inspection et chef d'établissement, et d'organiser, de piloter la stratégie numérique de l'académie, de mettre en place des instances et une double gouvernance qui, pour nous, est nécessaire,
une gouvernance interne à l'éducation nationale, mais aussi une gouvernance avec les collectivités territoriales, qui chez nous, qui dans toutes les académies, sont compétentes pour l'équipement informatique, l'accès Internet, les serveurs, les terminaux et la maintenance depuis la loi de refondation. Alors, ces grands axes sont déclinés en objectifs, puis en actions. Et j'ai essayé de construire un plan d'action sur 3 ans, en essayant d'inscrire ces actions dans la durée, parce que ça, c'est vraiment important. C'est un tel changement qu'on doit absolument maintenir une politique et des actions dans la durée. On va essayer aussi de préciser les moyens qu'on va mettre en œuvre au service de ces actions, et puis de dégager quelques indicateurs pour suivre, évaluer, ajuster nos actions. Alors, je ne vais pas vous présenter tout ce plan d'action. Là, on a juste les grands axes des objectifs et il n'y a pas les actions. Alors, par exemple, pour la formation, c'est la formation initiale, c'est la formation continue, c'est l'animation et la mobilisation d'un réseau de personnes ressources dans le premier degré comme dans le second degré. Autre exemple, pour la mobilisation des cadres, objectif, sensibiliser et mobiliser les corps d'inspection, les personnels de direction en formation, conduire une réflexion, une action collective dans le cadre du PTA, le programme de travail académique. Nous avons recréé cette année un groupe du programme de travail académique sur les usages pédagogiques du numérique. Le programme de travail académique dans notre académie, c'est toujours un travail intercatégoriel et dans tous les groupes sont associés des personnels de direction et des inspecteurs du premier et du second degré. On a aussi inscrit l'idée dans notre plan d'action que l'école ou l'établissement, c'est le cadre d'action concret. On pense que c'est à cette échelle qu'on va développer les usages pédagogiques du numérique. Et je vous montrerai juste après avec quel outil on va essayer de travailler à cette échelle. Pour le pilotage académique, on a à mettre en place une gouvernance académique, éducation et collectivité. Ça, c'est une très très grande préoccupation pour nous, c'est le dialogue avec les collectivités territoriales. C'est une des 3 grandes missions des DAN. Et puis, le dernier point, on va aussi essayer c'est une commande nationale, on va essayer de mettre en place un observatoire académique des usages du numérique pour observer, analyser, valoriser ces usages. Donc on a annoncé aux collectivités la création de cet observatoire. Pour leur faire part d'informations, on a des enquêtes. Cette année, on est en train de faire en même temps 3 enquêtes auprès des chefs d'établissement. Dans la même période, en mai-juin, alors vous imaginez la joie des collègues. Ces grandes enquêtes nationales sur le numérique, c'est éthique, une enquête qui porte sur l'équipement des écoles, des collèges et des lycées. C'est prophétique, qui n'est pas une enquête annuelle, mais qui a lieu cette année, qui porte sur les pratiques, les usages pédagogiques. Et c'est pour la 2e fois, la première fois c'était en 2012, mais cette année, une évaluation, une enquête nationale qui s'appelle EvaluNT, qui est une enquête sur les usages des ENT. C'est quand même important d'avoir une idée assez précise des équipements, des usages et des pratiques pédagogiques. Je pense qu'on n'exploite encore nous pas assez ces enquêtes, on les porte assez peu de façon synthétique à la connaissance des chefs d'établissement ou des collectivités territoriales. Alors, des exemples. Cet après-midi, dans un atelier, j'évoquerai
la politique, ce qu'on essaye de faire en matière de formation continue pour hybrider la formation. Et puis je vais évoquer ici deux exemples. Un exemple qui est à la fois national et académique, la démarche de projet dans un collège connecté, et puis un outil sur lequel on est en train de travailler, mais beaucoup d'académies sont en train de mener la même réflexion pour mettre en place un label numérique d'établissement. Alors, le premier exemple, c'est le collège connecté. Alors, c'est un projet national. Dans le cadre de la stratégie numérique, il a été mis en œuvre. Pour l'instant, c'est 23 collèges qui sont concernés sur les 30 académies. Au départ, l'expression qui avait failli être retenue, c'était l'idée de collège numérique pilote. Bon, ce qui n'était pas forcément heureux. Du coup, l'appellation qui a été retenue, c'est collège connecté. Donc, c'est le cas d'un collège dans notre académie. L'année en cours, c'est une année d'expérimentation. L'année prochaine, 2014-2015, doit être une année d'extension et pas encore de généralisation. Alors, qu'est-ce que c'est un collège connecté? Pour le ministère, ces collèges, dans lesquels, évidemment, les usages du numérique doivent être poussés et développés, ces collèges doivent être à la fois des laboratoires et des démonstrateurs de ce qu'on peut faire avec le numérique. L'idée, assez simple, c'est de pousser les usages dans le pilotage, l'administration, la gestion de l'établissement, dans les relations entre l'établissement et l'extérieur, par exemple avec les familles, par exemple avec l'ONT, et surtout de développer les usages pédagogiques par les professeurs et par les élèves. En soi, il n'y a aucun de ces usages qui est nouveau, mais l'idée, c'est de pousser au maximum ces logiques. Alors, ce qui me paraît, et nous, pour ces collèges connectés, on est évidemment dans un dialogue obligatoire, nécessaire, avec la collectivité qui doit adhérer et qui doit équiper les collèges en conséquence. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout que ces établissements ont dû formaliser un projet numérique. C'est tout simple, c'est évident. Ça a demandé quand même du travail de se dire, quel est l'état des lieux de notre équipement et de nos pratiques. 2, et c'est le plus important, quels sont les usages pédagogiques, quelles sont les pratiques que nous voulons développer, et d'associer, de demander au plus grand nombre de professeurs dans un établissement de se projeter et de dire et de formaliser, d'écrire. C'est un réel effort, mais utile, en commençant par les usages, pour se dire ensuite quels équipements permettront ces usages, quelle formation, quel accompagnement on demande pour aller dans cette direction-là. Et cet effort de formalisation d'un projet centré sur les usages, c'est très simple, mais ça me paraît une démarche projet pluriannuelle, on est parti là, ce collège est parti sur 3 ans, qui me paraît très forte. Dans le cas de ce collège, l'équipe de direction, l'équipe pédagogique ne s'est pas raconté d'histoire, ils sont vraiment partis de leurs pratiques, qui sont modestes pour la plupart des professeurs, et le projet, c'est une espèce de fusée à 3 étages, avec, pour beaucoup de professeurs, la volonté de développer des usages basiques, d'utilisation de ressources, d'utilisation d'un vidéoprojecteur, d'un dispositif de projection collective, d'un TBI, des choses vraiment simples. Parce que pour la plupart des professeurs, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est bien d'être réaliste. Le deuxième étage de la fusée, c'est d'étendre des pratiques un peu plus innovantes autour de tablettes numériques. Quelques professeurs étaient déjà utilisateurs. Et puis, le troisième étage de la fusée, c'est davantage de l'expérimentation et de l'innovation. Il y a une équipe plutôt dans le domaine scientifique qui veut dématérialiser, essayer de se passer de cahier, enrichir le cahier, la trace écrite, en utilisant des logiciels type prise de notes, en intégrant des schémas, des vidéos, etc. Donc voilà. Mais c'est vraiment la démarche projet
centré sur des usages qui me paraît un élément fort. Le deuxième exemple voilà, d'action et de réflexion sur laquelle nous travaillons en ce moment, c'est l'idée d'un label numérique. 4 ou 5 académies ont déjà mis en place de tels labels, à Versailles, dans l'Académie de Nice dans un département, à Montpellier pour les lycées. Plusieurs académies travaillent et mènent la même réflexion. Donc j'échange avec mes collègues d'Anne, Bordeaux, Orléans-Tours, etc., etc. Et donc on se nourrit de cette réflexion, et la réflexion dans l'Académie de Dijon, elle est évidemment nourrie de la réflexion de ce réseau. Alors, l'idée du label numérique, elle peut être dangereuse, elle présente des risques. Dès qu'on parle de labellisation d'établissements, si certains établissements ont le label, d'autres pas, on est parfaitement conscient, on en a discuté avec notamment des chefs d'établissement sur le risque d'image, de concurrence entre établissements. L'idée, c'est de proposer un outil qui est d'abord un outil d'auto-positionnement, un outil de diagnostic de chaque établissement en équipe. Un outil qui va se présenter, alors pour l'instant c'est un classeur, c'est une feuille de tableur, ça a vocation à devenir une application en ligne. On essaie d'identifier des domaines dans lesquels on joue pour développer les usages du numérique dans un établissement. On a identifié 5 domaines: le pilotage, la direction de l'établissement, les infrastructures et les équipements qui sont nécessaires, les couches basses dont parlait Serge Bergamelli hier, le réseau, l'accès Internet, les serveurs, les terminaux, les ressources pédagogiques, celles qui ont été évoquées il y a quelques minutes, les manuels ou les ressources produites dans l'établissement. Évidemment, le cœur et l'objectif, ce sont les usages éducatifs et pédagogiques. Et puis enfin, 5e volet, l'accompagnement et la formation. Voilà, 5 grands domaines. Et si vous cherchez, vous verrez que selon les académies, on est à 3, 4, 5, 6 domaines. Bon. Mais on retrouve peu ou prou exactement les mêmes éléments. Pour ces 5 domaines, on va essayer de définir 3 niveaux dans ce label. On va essayer de définir un premier niveau qui correspond aux conditions pour amorcer le développement des usages du numérique. Ça, c'est le palier 1. Palier 2, des conditions pour développer ces usages. Et le palier 3, les conditions de la généralisation, les conditions pour généraliser les usages du numérique. L'idée qui a fait consensus chez nous avec les chefs d'établissement, c'est pas, on n'est pas dans une logique binaire, on a le label ou on n'a pas le label, parce qu'en gros tous les établissements seront labellisés. L'idée, c'est de s'inscrire dans une logique de progression et de franchir progressivement ces différents paliers. À l'intérieur de ces niveaux et de ces domaines, on est en train de définir toute une série de critères. Par exemple, pour le pilotage, est-ce que le projet d'établissement évoque le numérique ? Soit c'est un élément précis, soit le numérique est présent de façon transversale dans le projet d'établissement. Est-ce que le numérique dans le projet d'établissement est articulé avec le contrat d'objectifs ? C'est un élément important pour nous parce que dans la loi, on a vu apparaître la notion de contrat d'objectifs tripartite, le PLE, l'autorité académique et les collectivités territoriales. Donc on se dit que le label peut venir nourrir ce contrat tripartite. Est-ce que dans l'établissement, toujours dans le pilotage, est-ce qu'il y a une personne ressource? Est-ce qu'on a un correspondantiste ou un référent usage? Est-ce qu'il y a un groupe? Est-ce qu'il est identifié, etc. Bon, voilà. Des éléments dans le pilotage de l'établissement, dans la direction de l'établissement. Sur l'infrastructure, sur le réseau, alors on a eu un débat pour savoir si il fallait rentrer dans le détail, quel est le débit Internet, le nombre de serveurs, le nombre de postes, etc.
l'équipement des salles. On est plutôt parti sur une approche un peu plus générique. La proportion de salles équipées d'un dispositif de projection collective, d'un accès Internet, d'un poste, le nombre de postes à disposition des professeurs en libre accès, idem pour les élèves. Bon, on va essayer de préciser un certain nombre de conditions matérielles qui sont évidemment nécessaires au développement des usages. Troisième domaine, les pratiques. Alors c'est difficile. Alors on a des indicateurs indirects. On va parler du B2I. Est-ce que ce B2I est renseigné et validé? Est-ce que c'est un seul professeur, plutôt le professeur de technologie, ou est-ce que tous les professeurs sont associés? Et on va devoir essayer de parler des pratiques pédagogiques des enseignants. Est-ce qu'ils utilisent les outils numériques? Est-ce que c'est eux qui les utilisent ou est-ce qu'ils font utiliser ces outils par les élèves? Est-ce qu'ils utilisent le cahier de texte? Est-ce qu'ils utilisent l'ENT? Est-ce qu'ils donnent aux élèves du travail en dehors de l'établissement avec des outils numériques? Voilà, on va essayer d'identifier des pratiques, des usages de ce type-là. Le quatrième domaine, c'est les ressources. Est-ce qu'il y a des ressources numériques dans l'établissement? Est-ce qu'il y a des abonnements? L'offre de Canopé, le site TV, etc. Est-ce que des manuels numériques? Est-ce que des ressources dans l'ENT? Et puis le dernier domaine, l'accompagnement à la formation. Est-ce que dans l'établissement, on organise de la formation? Est-ce que des enseignants suivent des formations liées au numérique? Est-ce que des enseignants ont la certification C2I2E? Dans quelle proportion, etc. Donc voilà le travail en cours. L'idée, c'est d'abord, et les chefs d'établissement qui font partie de ce groupe PTA vont tester une bêta version avant la fin de l'année scolaire pour voir ce que ça donne. L'idée, c'est que c'est d'abord un outil d'autodiagnostic, d'auto-positionnement. L'idée aussi, c'est qu'on essaye de préciser tous les leviers sur lesquels on peut jouer dans un établissement pour développer les usages numériques. Et ce qu'on dit, ce qui est aussi très très simple, c'est une évidence, c'est qu'il faut évidemment essayer de jouer sur tous les leviers. À l'échelle d'un établissement, il faut aussi avoir une stratégie globale. Il faut un pilotage, il faut de l'équipement, de la formation pour voir se développer les usages. Le vrai objectif, c'est évidemment les usages. Notre idée, c'est aussi d'en faire un outil de regard croisé, par exemple, entre le chef d'établissement et l'autorité départementale ou académique. Par exemple, à l'occasion de dialogues de gestion, d'échanges chefs d'établissement, inspecteurs d'académie d'ASEN. Un outil qui va pouvoir aussi venir nourrir le contrat d'objectifs, donc dans le dialogue avec l'autorité académique aujourd'hui, peut-être demain aussi la collectivité territoriale. Et on veut aussi en faire un outil partagé avec les corps d'inspection. L'idée, par exemple, c'est que quand des inspecteurs viennent dans l'établissement pour de la formation, de l'inspection individuelle, une évaluation d'un dispositif, d'une équipe disciplinaire, de l'accompagnement personnalisé, etc., les collègues peuvent avoir en tête ce label, renseigner le chef d'établissement et dire, voilà, dans telle équipe disciplinaire, dans tel pôle disciplinaire, dans les langues vivantes par exemple, voilà les types d'usages, voilà où on en est, parce que ça ne sera pas forcément évident pour les chefs d'établissement d'avoir une idée des usages dans les classes. Donc voilà, c'est un work in progress, on est vraiment en train de travailler dessus, c'est pas finalisé. C'est évidemment aussi la démarche qui compte, c'est pas tant d'avoir l'outil, le tableau, que de mener la réflexion et de l'expérimenter. Notre idée, là, dans les semaines qui viennent, c'est de le tester de façon collective, pas le chef d'établissement tout seul, mais avec un groupe émanant, par exemple, du conseil pédagogique et avec des inspecteurs de ce même groupe, et puis de voir la pertinence de cet outil. Voilà, peut-être qu'on en reparlera demain. C'est pas une idée originale de l'Académie de Dijon. Et la même réflexion aujourd'hui est en cours dans
30 à 40% des académies. Pour terminer, cet exemple montre que on essaye, je pense à toutes les échelles, la stratégie du ministère se veut globale. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre... On a l'objectif, en tout cas, dans notre académie, et dans une certaine mesure, à l'échelle de l'établissement, on doit pouvoir jouer sur tous ces leviers, l'équipement, les ressources, la formation. C'est une stratégie globale aussi dans la mobilisation de tous les acteurs. Et puis, moi je dis souvent, il faut absolument inscrire cette politique dans la durée. Il faut absolument inscrire cette priorité politique dans la durée. Dans les mois passés, la volonté ministérielle très très forte, cette stratégie numérique a été un signal très fort dont on nous a fait crédit. Dans les collectivités territoriales, par exemple, on ressentait vraiment qu'on nous faisait crédit de cette volonté de transformer l'école, de la faire entrer dans l'ère du numérique. Et c'est pas du tout anecdotique, c'est un vrai point d'appui. D'avoir une volonté politique forte, c'est crucial. Et une volonté politique qui s'inscrit dans la durée, c'est vraiment important. Et c'est d'autant plus important pour le numérique parce que c'est un changement d'une grande ampleur et parce que le cœur de ce changement, c'est les pratiques pédagogiques et parce qu'on sait que ces pratiques pédagogiques, elles évoluent lentement. Voilà, je vous remercie. Merci. À aucun moment dans vos propos, et j'observe ça, je pense, depuis ce matin, sauf si parfois je me suis assoupi, il n'a été question, en fait, là je parle pour le primaire et le collège, finalement de l'école du socle commun. Est-ce que, telle qu'elle est organisée actuellement, l'école du socle commun permet pleinement au numérique d'élever, réunir et innover? Ou devra-t-elle évoluer? Avec ses 7 piliers, avec son système d'évaluation, avec ses compétences. Alors, la question est compliquée. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité hier, mais le travail est en cours sur la réécriture du socle. On parle de 5 domaines et plus de 7, donc c'est sûr, ce socle va évaluer. Alors, je pense que vous avez raison, l'oubli doit être significatif, mais je pense qu'il y a un lien très fort entre ces deux logiques-là, cette logique des compétences et cette logique-là du numérique. Si on n'en parle pas, c'est peut-être parce que... alors, c'est délicat d'en parler, on va dire qu'on est à peu près entre nous, mais... Dans le système éducatif, aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment tranché et vraiment choisi une logique. C'est-à-dire qu'on parle de l'école du socle, on parle du socle. Le premier texte, c'était en 2005. Ça fait 9 ans. On en est encore loin. Ce non-choix, c'est une vraie difficulté. Le brevet, le DNB actuel, qui rassemble dans un mélange hétérogène des notes de contrôle en cours de formation, histoire des arts, de contrôle continu, de contrôle finaux et d'évaluation de compétences, de validation de compétences, c'est l'illustration de ce non-choix. Les inspecteurs sont confrontés systématiquement à ce non-choix. En formation, en travail sur le socle, au moment de l'évaluation du DNB, avec des chefs d'établissement, on nous renvoie toujours à ce non-choix, à cette tension entre une logique de notation chiffrée et d'évaluation de compétences.
Moi, je souhaite très vivement qu'il y ait un choix, qu'on rentre pleinement dans cette logique des compétences, qu'on mette ces compétences... on est rentré en plus par la validation des compétences, alors que l'objectif, c'est évidemment pas les croix dans la grille au palier 3. La seule chose qui compte, c'est évidemment les apprentissages des élèves. Donc je pense qu'il y a une question de choix, et cette logique de compétences des élèves, je pense qu'elle est vraiment étroitement liée aux pratiques pédagogiques du numérique, à l'activité des élèves, et que c'est deux logiques qui doivent s'articuler, se renforcer mutuellement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas tout à fait, mais le sujet est très compliqué, donc on va s'arrêter là. Merci. Moi, je voudrais, peut-être ça enchaîne bien avec la question qui vient d'être posée. D'abord, c'était passionnant pour les enseignants que nous avons été, de voir toute ce matin ces bases de ressources magnifiques, hein, dans lesquelles chacun peut choisir son programme. Alors, je voudrais simplement, à propos ce qui est dit des usages, ajouter un petit plus qui va dans le sens de la question de M. Vitoz, en ayant en mémoire ce qu'ont été dans des années passées, déjà pas si lointaines, les dérives de notre ministère. Hein. C'est un grand ministère, disons, il est capable d'enregistrer des messages de manière globale et simplifiée, et ensuite il les conserve. Donc bien sûr, c'est très important que l'enseignant aide les élèves à se repérer, à s'orienter au sein de toutes ces données. Mais on a dit ce que n'était plus l'enseignant aujourd'hui, quelqu'un de haut qui détient tout, qui fait tomber ça tel le Saint-Esprit dans sa classe. Et alors, qu'est-ce qui lui reste au pauvre enseignant, hein? Il ne peut pas être un médiateur inerte, facilitateur d'outils, sans quoi on aura un jour un site robotique ou un robot qui jouera son rôle. Alors, moi, ce qui me paraît important, puis c'est difficile, excusez-moi, à formuler, parce que ça ne se met pas dans des grandes cases, mais l'enseignant, c'est un sujet, comme les élèves qui sont en face de lui. Ça, c'est essentiel. Et qu'est-ce qui anime ce sujet? C'est, dans le monde nouveau, avec les supports nouveaux, de chercher ses propres chemins de la connaissance, avec le désir qu'il a de comprendre son monde et de le faire comprendre à ses élèves. Donc, moi, j'ajouterais tout simplement ça, qui s'appelle aussi l'humanisme. Hein. L'humanisme, c'est-à-dire pourquoi on enseigne, hein. Pourquoi on enseigne? Eh bien, on enseigne dans un monde nouveau et à une étape qui est, je le crois aussi comme vous, tout à fait cruciale, avec des tas de données nouvelles. Eh bien, on cherche son chemin et on essaie en même temps, parallèlement aux élèves, avec l'avance d'une formation plus ancienne, de leur donner le leur pour les mettre en maîtrise, de comprendre et ensuite d'agir. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça l'ultima ratio de l'enseignement avant toute autre chose. Moi, j'ai plutôt une question pour la conférence que pour le conférencier. Une réflexion sur toutes nos procédures. Il me semble qu'on ne fait pas d'évaluation de l'efficacité de ces outils numériques souvent. Par exemple, cette conférence qu'on vient de voir ce matin, on pourrait dire que ce que nous avons perdu, c'est à cause de la distraction. Vous avez, voilà l'image de moi et de vous, et puis aussi les tweets
etc. Mais est-ce que vraiment on gagne quelque chose avec toutes ces distractions? Parce qu'on ne sait jamais où regarder. Il y a deux conférenciers, le conférencier sur l'écran et le conférencier lui-même, et parfois un troisième conférencier quand on voit l'écran. Et puis, est-ce que vraiment le message est renforcé? Est-ce que nous pouvons nous concentrer sur le message avec toutes ces distractions? Et l'assistance est aussi distrait. Il y a toutes ces machines-là, vous consultez là vos Facebook, vos tweets, vous êtes coupable, hein? Comme je vous connais là, parce que moi je fais de même. Deuxième observation, nous avons des compétences traditionnelles, telles que le graphisme, la cursive, etc. Et maintenant, on est en train de remplacer tout cela pour que les enfants écrivent à la machine, etc. Mais qu'est-ce qu'on perd? Vous avez parlé tout à l'heure de la neuroscience, et c'est très intéressant, la neuroscience, parce que la neuroscience nous apprend que en écrivant à la main, il y a des parties du cerveau qui sont tout à fait différentes que quand nous tapons, par exemple. Et que ces parties du cerveau, c'est plutôt... ça nous aide avec la mémoire, avec la lecture, etc. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de perdre si on met trop d'accent sur des outils du numérique? C'est pas qu'il faut les rejeter, mais il faut les balancer. Troisième observation, c'est toujours la distraction. La lecture sur l'écran est toujours distraite parce qu'il y a les liens, etc. On peut pousser ceci sur ceci et cela, mais ce n'est pas la lecture en profondeur. Et s'il n'y a pas de lecture en profondeur ou de compréhension en profondeur avec une conférencier, alors là, on ne peut pas avoir une pensée en profondeur. Alors, c'est tout simplement que je voudrais faire l'observation, avec tout cet enthousiasme pour la technologie, il faut vraiment faire l'évaluation de l'efficacité de tout ce que nous proposons. Merci. C'est une question classique. Et ce n'est pas du tout au sens péjoratif, cette question de l'efficacité, c'est légitime de la poser, et on met souvent, et je me sens, la question n'est pas posée à moi, c'est vraiment une question globale, et c'est comme ça que je la reçois, on met souvent en demeure le numérique et ses outils de prouver leur efficacité, la plus-value dans les apprentissages, ce qu'on ne fait pas forcément pour d'autres choses. Il y a des évaluations, il y a des travaux scientifiques sur ces questions-là. Sur le site de l'IFE, ex-INRP devenu IFE, il y a une note de synthèse qui est novembre 2012, je crois, qui essaie de faire une synthèse de ces questions-là. Bon, en gros, il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value. En soi, alors parfois un peu plus de motivation, des effets qui ne durent pas forcément, etc. Et la troisième partie de cette note de synthèse, c'est retour vers la pédagogie. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, et ça fait le lien avec ce qui a été dit juste avant, c'est la façon dont les professeurs vont utiliser, mettre en œuvre, faire entrer les élèves dans les apprentissages, les faire entrer dans des activités, donner du sens à ces activités, etc. Donc, évidemment, ça, c'est à réinventer avec ces outils, mais il n'y a absolument pas de... Et du coup, on est souvent dans cette tension entre... on sent bien que, et ça a été dit hier, c'est pas une option, c'est une obligation. Et l'interrogation, le doute fondamental que nous avons, et moi en tout cas que j'ai, sur l'intérêt, l'efficacité, la plus-value, la perte éventuellement de mémoire, de connaissances, etc., ou de compétences que ça peut entraîner. Et à titre personnel, on a tous des stratégies, on sait ce qu'on arrive à lire, à partir de combien de pages on n'arrive plus à lire sur un écran, si on retient mieux avec un papier, crayon, etc., etc. Donc je pense que c'est pas
c'est de l'ordre de la réflexion et c'est de l'ordre de la tension entre ce changement assez inéluctable ou irrémédiable. En tout cas, on a un peu l'impression d'être pris dans quelque chose comme ça qui nous dépasse. Et puis l'usage pertinent, les limites, à quel moment il faudra absolument prendre un papier et un crayon, à quel moment il faudra continuer, voilà. Et on ne sait pas vraiment faire le tri, etc. Bon, voilà, j'ai pas d'autres éléments de réflexion pour le moment ou des réponses à apporter à votre remarque. J'ai une question, enfin plutôt une remarque. En tant qu'établissement français à l'étranger, il y a 2 fois dans l'année, on fait intervenir les gendarmes dans la salle de classe. C'est un pour la classique mise en garde contre les drogues, etc. Et la deuxième fois, c'est pour sensibiliser au danger de l'Internet, des réseaux sociaux, du harcèlement, etc., etc. Et je voudrais faire le lien avec les propos d'ouverture du Congrès sur les valeurs d'humanisme et sur les vertus libératrices de l'enseignement français, relatifs au monde numérique et donc de la connexion et donc de l'Internet. Je trouve que tout ce qu'on a entendu tente à aider les élèves à s'approprier le numérique, et c'est une excellente chose. Je pense qu'il faudrait l'assortir d'une mise en garde, enfin en tout cas d'une alerte sur le fait que la toile, le net est américain. Les Américains sont mes amis, mais malgré tout, il convient d'être signalé. Que la totalité des outils qui sont utilisés sont dominés par nos amis américains et que je pense que ça justifie tout à fait que l'Académie intègre dans son initiation et son appropriation du numérique un certain recul, en tout cas un regard critique et objectif sur le fait que Facebook, que Twitter, que la totalité de l'environnement numérique est dominée par un bout du monde, aussi sympathique, démocratique soit-il. Il convient quand même de le signaler. Voilà, et je trouve que c'est un petit peu passé sous silence, enfin, jusqu'à maintenant. Alors, je crois que c'est cette question de l'éducation aux médias, l'information, ça fait l'objet d'une intervention cet après-midi. Donc, je pense que il y aura des éléments qui feront écho à votre question, qui appellent en effet des actions diverses. Il y a évidemment une question d'éducation des élèves à l'Internet responsable, aux réseaux sociaux, à qu'est-ce que c'est l'identité numérique, qui bouleverse des frontières entre espace public et espace privé, qui emporte ça. Qui appelle aussi des réflexions du côté des enseignants, des chefs d'établissement. Il y a aussi des éléments de droit, des éléments de protection de données. J'en ai pas parlé là, mais il y a aussi des réflexions à avoir sur, alors pas seulement en termes de quel pays, quelles entreprises, mais où sont nos données, où sont-elles stockées? Est-ce qu'on a bien fait une déclaration des fichiers de données personnelles? Au rectorat de Dijon, par exemple, parce qu'on a une couche basse moderne, on a un data center, on offre du service d'hébergement de sites d'école, de sites d'établissement, et la question de l'hébergement de données, c'est aussi une dimension de ce que vous avez évoqué. Donc je pense que voilà, les réponses face à ces enjeux, elles sont multiples. C'est aussi du service, de l'infrastructure, c'est aussi de la formation et notamment aussi de l'action juridique, de la connaissance de c'est quoi ces données, où est-ce qu'on les stocke, etc. Et c'est fondamentalement de l'éducation des élèves. La réponse, elle passe pas tant par de l'interdit de l'utilisation ou pas de l'utilisation, que c'est quoi, qu'est-ce que ça met en jeu, quels bons usages, en quoi ça peut être formatif, etc.
Mais évidemment, c'est des questions qui sont soulevées et c'est des enjeux majeurs. Oui, oui, ça. Pour un élément, donc Claude Valta, je suis inspectrice dans l'Académie de Dijon. Depuis 2012, a été mis en place dans toutes les académies une commission officielle de fraude au baccalauréat. Ça n'existait pas auparavant. Première session 2012, enfin pour notre académie, il y a eu... alors, fraude, ça veut dire fraude attestée avec une trace écrite faite par le chef d'établissement qui a identifié la personne qui a été reçue et qui a signé le compte-rendu précisant le type de fraude. 2012, il y avait 80%. Nous avons eu donc entretien individuel de tous ces fraudeurs devant une commission composée d'un universitaire juriste spécialisé un peu dans le droit, en particulier lié à l'Internet, et puis donc deux inspecteurs, représentants élèves, lycéens, et puis représentants étudiants en L1 à l'université. Très impressionné la première année, donc nous avons eu 8 cas de fraude avérés, dont 7 en lien avec l'outil, c'est-à-dire un élève qui avait caché son portable dans son cartable et qui a été saisi en train de chercher sur Google, etc. Enfin, les cas classiques. Un départ aux toilettes avec une tentative de fraude qui a été tout de suite détectée par le surveillant, etc. Donc, information dans les établissements. Dans l'Académie de Dijon, a été mis en place l'année dernière des des brouilleurs de portables, très très coûteux. Donc l'Académie a à peu près 70 lycées, donc on ne pouvait pas acheter des brouilleurs dans tous les établissements, mais est parue une information dans tous les établissements de l'Académie, comme quoi, en 2013, des brouilleurs étaient installés dans les établissements. En fait, il n'y en avait que 3 dans l'Académie. Pour toute la durée des épreuves baccalauréat professionnel général technologique. Commission de fraude l'an passé, 0 cas de fraude avéré en lien avec un usage frauduleux de l'outil smartphone. Alors, est-ce que les élèves ont développé des stratégies leur permettant de ne pas être pris? C'est une compétence. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été faites sur l'éducation du citoyen et en particulier sa responsabilité par rapport aux examens. Et on pense que ça commence peut-être à porter ses fruits. On verra à cette session 2014 ce qu'il en est. Mais l'éducation aux citoyens par rapport aux usages de cet outil, ça peut être aussi dans ce contexte-là. Et je pense que ça a porté ses fruits apparemment. Le retour des lycéens qui nous ont dit après, la première session de cette commission 2012 où il y avait eu ces entretiens, ce ne sont pas des entretiens malveillants, c'est simplement on essaie de leur faire prendre conscience de la gravité de la faute pour le bac, mais pour la suite, avec des sanctions pas très dures. C'était un peu pour montrer. Ça c'est beaucoup su dans l'académie. Donc voilà, c'est aussi un usage et une éducation à l'usage de l'outil qui peut porter ses fruits parfois. Bonjour, moi je suis l'IPR de mathématiques de la ABFE et c'est pour répondre à une des questions précédentes là, sur l'impact du numérique dans les pratiques. Il y a une note de l'ADEP d'avril qui fait le portrait européen du numérique dans le système éducatif et qui apporte certaines réponses aux questions qui ont été posées tout à l'heure. Et que par exemple, l'usage du numérique influe sur l'enseignement des mathématiques, par exemple, en termes de rapidité d'acquisition. Par exemple. Hein. Mais bon, vous pourrez lire tous ces détails dans cette note qui est très très intéressante. Hein.
et qui fait un petit peu le tour des usages. Guillaume Jaouad, le monde du numérique n'est-il pas dominé par des entreprises qui ne respectent pas les libertés individuelles des cyber-citoyens? Comment se protéger? Comment lutter? Une dernière question, cette fois-ci, de la sphère Internet. C'est une question pour la salle, non? C'est une question pour la salle, bien entendu. Soyons participatifs. Ou une question pour autour du café que nous vous proposons dès à présent. Merci à vous.